Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission Le Doc Mayou et José, libre et sans tabou. Bonjour Doc. José, meilleures salutations. Chers participants, vous êtes les bienvenus et j'aimerais souligner un merci, une collaboration très précieuse avec un gros merci à Mimi, qui est une Québécoise d'origine haïtienne. Et merci de nous partager ses réflexions sur le drame de Memphis, les 5 policiers noirs qui ont massacré un jeune noir, avec à leur tête une femme, une chef de police noire. Mimi, vous êtes une collaboratrice précieuse, particulièrement par rapport à cette problématique-là. Alors, merci. Tout à l'heure, j'étais tellement en maudit que j'ai oublié de la remercier. Oui, mais elle a amené un éclairage en plus ce matin de fait que je ne connaissais pas. Donc, vous irez réécouter. Vous aurez l'occasion d'en savoir davantage. Voilà. Bien manqué, il faut s'abonner au 9h30. Oh oui, abonnez-vous, ça vaut la peine. On brasse la soupe. Exact. Donc, bienvenue, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Vous pouvez lever la main de maintenant si vous voulez nous parler. Vous êtes vraiment les bienvenus, évidemment. Donc, on va commencer avec Stéphane. Bonjour, Stéphane. Bonjour, José. Bonjour, Doc. Stéphane. Entre le 9h30 et l'émission qui a commencé, là, ils ont parlé un peu là, de l'histoire des rats là, sur l'île de Montréal. Alors là, ils ont réintégré à Montréal un poison qui était interdit depuis 1 an sur l'île, quoique légal à Québec. Les petites boîtes noires que l'on voit au pourtour et aux alentours des édifices, que ce soit école ou peu importe. Et ils ont interviewé un monsieur là, qui est copropriétaire de Maheu. Et lui parlait des faucons. La dernière fois, je vous avais parlé de ce mammifère qui pouvait tourner la tête à 360. C'est parce que là, on est dans une autre région, donc il y a plus de faucons ici. Puis là, tu avais Mario Dumont qui disait ouais, mais ouais. Là, le monsieur il avait de l'air à patiner un peu en disant ben, c'est sûr qu'on en voit plus. Là, écoutez, puis là, j'étais bien content de voir qu'ils ont nommé 2 choses: gestion des déchets et des constructions un peu partout qui laissent entrer. Alors là, la Ville de Montréal a décidé maintenant de faire la collecte des déchets, pas simplement 1 fois par semaine, mais 1 fois ou 2 semaines. C'est très intelligent, on en est tous fort aises. Alors, la plante a décidé, non, on va faire ça aux 2 semaines. Et à la question, est-ce que ça l'amène plus de rats? Le gars patine en disant, ben, c'est évident que bon. Puis, ouais, mais il dit, est-ce que la population de rats, ben, il dit, ça ne veut pas nécessairement. Hey, c'est bourré. C'est bourré. Écoutez, ça me fait penser au Moyen-Âge, les gros tas, là, couchés avec les femmes qui leur donnaient des raisins, là, dans le temps de César, là. Alors, les rats sont très gros durs. Et je veux juste terminer en disant une chose. Quand une rate sait qu'elle est dans un système, ça veut dire que c'est propice à faire beaucoup d'enfants, elle en fait beaucoup. Si, par contre, par exemple, elle serait dans un état de sécheresse où elle n'aurait pas le minimum pour elle, elle ferait qu'un enfant ou 2. Là, ça l'explose. Aux 8 semaines, exponentielle. Alors là, ils ont décidé de réintégrer ce fameux poison qui, par contre, tuera les oiseaux qui vont prendre les rats, qui vont un peu... Ça déglingue, hein? Il déglingue un peu. Fait que là, c'est revenu. C'est la grosse bagarre là-bas. C'est l'enfer, hein? Parce que je vous le dis, là. Alors, l'île de Montréal, les déchets, on met ça maintenant 1 fois 2 semaines. Puis les constructions, on met des cônes oranges. D'un fois, ça rentre dans le ciment. C'est pas grave. On va manger pareil à 11 heures puis finir à 1 heure. Mais je voulais juste vous dire que ça me met en pétard. C'est tout. Alors, sur ce, continuons cette belle émission qui commence. Merci infiniment. Merci. Merci, Stéphane. C'est le spécialiste dans le domaine. Oui. Évidemment, aucune mention des chats. Non. Poison et faucon, pas de chat. C'est brillant. L'île de Montréal. Vidange aux 2 semaines. Oui,
Ramassage des vidanges aux 2 Ça semaines. ressemble quasiment à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour en avoir plus de. Ben oui. Ben oui. Oh, Ben oui. Mais surtout pas rendre les griffes au chat. Surtout pas. Parce que là, ça va diminuer rapidement. mais les vétérinaires ne le font plus, hein, dégriffer les chats, là. Ah, j'étais pas au courant. Oui, ouais. Ça a été comme banni comme pratique. Oui, mais ben, utilisons notre tête. Un chat en liberté qui va dehors a besoin de ses griffes. À l'intérieur, un chat d'intérieur n'a pas besoin de ses griffes. Mais même pour l'intérieur, ils ne veulent plus le faire. Bon, tu sais, on se promène mouvement du balancier, n'est-ce pas? D'un extrême à l'autre. Manque de nuances. Puis là, l'utilisation des faucons, évidemment, en même temps qu'un poison, c'est bien évident que les faucons ne se reproduiront pas. Les poisons sont reconnus pour affaiblir les coquilles d'œufs de quelque oiseau que ce soit. Ils ne pourront pas se reproduire. Ici, Jean-Philippe a dit que lui, son vétérinaire a fait le sien la semaine passée. Fait que ça se peut. Mais en tout cas, moi, ma fille, elle en a là, des chats, puis ils ne voulaient pas. Ça varie. Ça varie selon les vétérinaires, probablement. Ouais. On a Yann qui est avec nous. Bonjour, Yann. Bonjour. Yann. Bonjour, M. Mayou, José. J'aimerais ça parler de transgression avec ma mère. Là, ouais, vous faites une face, c'est que j'ai parlé avec elle, puis j'ai remarqué que ma façon de parler avec elle, la façon que j'utilise mes pronoms personnels, puis que je la situe dans ma conversation, je me suis dit, OK, je suis encore en amour avec. Ça paraît bizarre. OK, je vais expliquer pourquoi. Non, avant d'expliquer pourquoi, expliquez-nous le fait. Votre histoire de pronom personnel, je n'ai rien compris. Ah ouais, c'est ça. Il y a sûrement là, quelques auditeurs qui n'ont rien compris aussi. Ouais, je vais dire comment c'est arrivé là, que je m'en suis rendu compte. Oui. C'est que ma mère m'a appelé, elle est au Mexique parce que ma grand-mère est décédée, puis elle a dit Yann, je vais voir ta fille, elle va aller au Mexique. J'ai dit ouais, je sais, c'est moi qui ai acheté le billet d'avion. OK? Puis là, elle me disait Attendez un peu, vous avez une fille qui. Ouais, qui vit au Costa Rica. Je suis le géniteur, là. Je ne suis pas le père. Elle a un père adoptif, tout ça. Puis je suis conscient que je suis juste le géniteur. Là, elle a 18 ans. Puis avant, j'avais de la misère à prendre contact avec elle parce que sa mère me bloquait. C'était quasiment impossible. Fait que, là, ces derniers temps, elle a pris contact avec moi. Puis, maintenant, étant donné que ma fille est mexicaine, mais elle vit au Costa Rica, ça devient compliqué, là. Oui. Elle voulait aller au Mexique, puis j'ai acheté le billet d'avion. J'ai rien demandé, j'ai pas trop posé de questions. Elle a dit j'aimerais ça aller au Mexique. Je dis OK. Puis là, ma mère, elle, des fois, est en contact, puis elle m'a appelé pour dire qu'elle allait voir ma fille. Je dis OK, c'est le fun. Puis, je n'ai pas posé de questions. Non. Voyez-vous, j'en profite. OK, c'est le fun. Vous n'en avez aucune idée. Non, je le sais. Et là, je le dis, attendez un peu. Là, je le dis pour ceux qui écoutent. N'allez jamais présumer du niveau de satisfaction d'une activité avant qu'elle ne se produise. Ça pourrait s'avérer catastrophique. Alors, OK, c'est le fun, non? Prochaine fois, vous vous taisez. Et je le dis au bénéfice des auditeurs. On verra. Peut-être que ce sera une belle rencontre. Peut-être que ça va foirer de façon monumentale. Continuez maintenant. Oui, mais quand je disais c'est le fun, c'est comme, c'est pas... c'est plus péjoratif, là. C'était pas positif, là. C'était non, défendez-vous pas. Le message est passé. Parfait. Continuez. Fait que là, elle dit, j'ai essayé de contacter avec, je l'ai appelée une fois, elle a répondu, mais elle dit, des fois, j'essaie de rappeler, puis elle ne répond pas. Puis là, j'ai dit, là, ma mère, quand elle essaie de parler à ma fille, elle disait, j'ai appelé une première fois,
Puis ça a pris 2 fois avant qu'elle réponde. Puis là, elle a dit, je vais sûrement la voir telle date. J'ai dit, OK. Puis après, à ma génitrice, j'ai dit, check, on va mettre de quoi au clair. T'sais. J'ai dit, elle est majeure, puis ce qu'elle fait, ça ne nous regarde pas. J'ai dit, si tu appelles et elle ne te répond pas, elle ne répond pas. Puis si elle ne te rappelle pas, elle ne te rappelle pas, fais avec. Puis j'étais vraiment fâché parce que j'ai dit, check. J'ai dit, elle est majeure, ce qu'elle fait, là, c'est à elle. Puis la meilleure chose que je peux faire quand elle a besoin d'aide, je l'aide. Par après, ce qu'elle fait de sa vie, là, ça ne me regarde pas. Puis après ça, j'ai dit, tu sais, moi, à son âge, là, je ne voulais pas voir mes parents. C'est ça qui est bizarre quand j'ai dit, je ne voulais pas voir mes parents. Je parle à ma génitrice. Puis quand j'ai dit, ça ne nous regarde pas, c'est ça que je trouvais bizarre de ma façon de parler. Que c'est comme... Fait que là, j'ai mis ça bien au clair à ma mère. Puis j'ai dit, check, elle arrive telle date, puis si elle ne t'a pas appelé, tu fais avec. Tu sais, tu fais avec, là. Propos clair. Là, c'est vraiment crystal clear, comme disent les Anglais. OK. Ouais. Puis après Elle ça, ne vous j'ai dit à ma regarde mère, pas. Elle est majeure, puis elle mène sa vie. Puis d'autant Ouais. plus que vous n'êtes pas vous n'avez pas été un gros participant dans sa vie jusqu'à maintenant. Est-ce que non, j'ai bien compris? ouais, c'est ça. OK, Puis, continuez. c'est bien. Puis ça, j'en suis conscient. Puis elle, après ça, j'ai dit, elle s'est sûrement fait gosser par ses parents. Fait que là, elle veut sa liberté. Puis là, je parle de ma fille. Là. Elle veut, je sais pas ce qu'elle veut faire. Fait que, tu sais, OK. c'est ça. On va le savoir à un moment donné, mais pas tout de suite. Non. OK, continuez. Fait que là, par transgression, c'est de la façon que j'ai dit, ça ne nous regarde pas, au lieu de dire ça te regarde pas. Nous, c'est comme un couple. Fait que, Yann, non, ce n'est pas un bon exemple. non, Non, en tant que géniteur et elle, en tant que grand-mère, ça ne vous regarde pas tous les deux, effectivement. Non, non, il ne faut pas voir de la transgression partout, là. Non, non, mais moi, la phrase est tout à fait appropriée. OK. Puis, Vous vous quand êtes j'ai... inclus, Ouais, vous vous êtes inclus dans l'invitation au respect. ouais, Écoute la vieille, nous deux, nous devons la respecter, elle est majeure maintenant. C'est ce que je comprends de votre propos et de votre c'est ça. intervention. Et c'est parfait. Pour une fois, vous êtes doux. Ouais, merci. Puis, voyons, c'est quoi l'autre affaire que j'avais? C'est ça, c'est quand j'ai dit ça nous regarde, ça te regarde pas. Ah, que j'y avais dit la phrase comme ça, qu'à son âge, moi, je voulais pas voir mes parents, au lieu de dire à ma génitrice, moi, à son âge, là, je voulais pas te voir. Là. Bouf. Mais je OK. sais pas, Un peu de Mais j'ai pas dit, j'ai dit... tolérance face à Ouais, vous-même, là. Soyez pas trop dur non plus, là. C'est correct. Dans une conversation courante, jusque-là, c'est vraiment bien. OK. Puis, Parce que vous vous incluez dans l'équation. Alors, ça a plus de force que de vous exclure, risquant ainsi de mettre la bonne femme sur la défensive. En vous incluant, vous la forcez à contempler ce que vous venez de dire. Et elle serait très malvenue de se mettre sur la défensive. Vous vous êtes inclus. Alors, je dois dire que, cher Yann, stratégiquement parlant, c'est bon. OK. Ben, ça, je vais vous donner raison. C'est à la fin de la conversation, elle a dit OK, ben, je vais attendre qu'elle m'appelle. Échange gagné. On a gagné la manche. On n'a peut-être pas gagné la partie, mais on a gagné une belle manche. Puis, non, c'est ça, c'est que moi, je veux. Un moment donné, quand on avait parlé de transgression, vous avez dit la vache, mais je trouvais que sur ma mère, sur ma génitrice, je trouvais que le propos n'était pas assez fort. Moi, à cette heure, avant, j'y en veux. Je ne suis pas fâché avec elle, j'y en veux. Puis la façon que je vois ma mère, ma génitrice, quand je parlais, c'est comme je suis plus détaché. Je la vois comme une tante. Tu sais, une tante, tu es détaché. Oui. Puis Exactement. c'est une tabarnak.
C'est le même, tu sais. Elle, Ouais. elle ment tout, elle ment tout, elle ment tout le temps. Elle m'a toujours menti. Elle est hypocrite. Puis c'est ça. Je vois ça comme ça. Là. Et elle n'est pas la seule de son engeance. J'aime autant vous le confirmer. Alors, Ouais. elle n'est pas la seule. C'est largement répandu. OK? Belle, Ça marche. oui, OK. belle approche, Yann. Graduellement, on apprend à élargir notre écart de réaction. Ouais. Bon, mais je vais vous laisser là-dessus. Je ne sais pas si. Excellent, Yann. Et Un Yann. un de ces jours. Merci, bye. Ça peut être un danger quand tu commences à faire de l'introspection, quand tu commences à vouloir t'en mettre plus que ce que le client demande. Là. Voyez-vous ça? Non. Non, c'était. S'il ne nous avait pas appelés aujourd'hui, dans quelques semaines, tout au plus quelques mois, il aurait réalisé que son intervention était bonne. Il nous appelle, on confirme, et là, il peut continuer. Il peut continuer. Alors, tout n'est pas transgression. Soyez indulgents avec vous-même aussi Ouais, c'est ça. lorsque vous modifiez vos approches avec des personnes significatives dans votre vie. Soyez indulgents. Parce que c'est un mécanisme de défense inconscient, ça. Alors, le prix à payer pour s'en prendre à son géniteur ou à sa génitrice, c'est de devenir dur avec soi-même. C'est une réaction fréquente. Oui, bien c'est ça. Je me suis mal exprimée, mais c'est ça, je le dis, de s'en mettre plus ses épaules que le client demande. Tu sais, d'être Ouais. plus. Pour protéger, évidemment, la bonne femme. C'est encore de la protection. Encore. Mais là, écoute, c'était de bon ton, là. C'était de bon ton. On fait place à Mademoiselle S. Bonjour. Bonjour. Madame Sophie. Je voulais vous parler aujourd'hui de 2 points que j'ai pris conscience depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Le premier point, c'est je suis enfin chez moi dans mon appartement, j'ai déménagé. Puis c'est la première fois de ma vie que je me sens aussi bien dans mon appartement. J'ai réalisé en fait en fin de semaine que ma mère, elle a toujours été là. Elle a toujours décidé de comment j'arrangerais mon appartement, comment ça, t'as pas ça dans ton appartement, c'est sale, j'arrive, c'est crotté. Elle avait toujours un commentaire à faire sur les lieux où je restais. Puis là, dans mon appartement, c'est moi qui ai tout choisi. Je m'ai rééquipée à neuf. Puis c'est ça. Fait que c'est tout à mon goût, à moi. Il n'y a pas personne qui a dit ben ouais, ça devrait pas, ça. Moi, je ne mettrais pas ça là. Maintenant, Madame Sophie, j'aurais une question. C'est sûr qu'on serait tenté d'être triomphaliste avec vous. Vous avez mentionné, c'est la première fois que je suis aussi bien. Est-ce que vous avez des signes objectifs de mieux-être ou de bien-être pour appuyer l'affirmation que vous venez de faire, que c'est la première fois que vous êtes aussi bien? Oui, ben je dors mieux. Allez-y, décrivez. Ben, moi, je trouve que c'est un gros point. Là, parce Oui, que oui, non, décrivez en quoi vous dormez mieux. mais je vous dis pas, tu sais, je veux dire, j'arrive pas un matin en disant wow, ma vie est merveilleuse, là. J'ai encore de l'anxiété, là. Je suis pas en train de dire que tout est parti, là, puis que mon problème de peau, puis mon problème de peau est parti et tout ça. On nuance. Par contre, ça s'améliore. Ça s'est Voilà. amélioré. Oui. Le vieux est très diligent face aux exclamations triomphalistes. Ça aussi, ça vient de l'inconscient. Une réjouissance exagérée conduira à
très souvent à une désillusion. Alors qu'une réjouissance modérée pourrait s'ouvrir sur une augmentation du niveau de satisfaction. Alors, vous dormez mieux, Oui. mais Et en quoi votre sommeil est meilleur? En quelques mots? ben, je dormais pas pantoute. Ah, OK. Je dormais OK. pas du tout, là. Puis c'est sûr que j'ai vécu beaucoup de stress dans les derniers mois. Avant d'avoir mon appartement, j'étais en chambre. Il s'est passé plusieurs événements. Oui, Mais oui. OK. non, c'est Alors, ça, vous je dormez veux pas aller mieux? là-dedans. Oui. Mais OK. pour le. Allez-y, mais tout n'est pas réglé. Non, non, Alors, non. le fait d'avoir déménagé en appartement, parce que lorsqu'on vous a écouté, si on avait bu vos paroles telles que dites, on se serait fourvoyé. Oui, La première fois que je suis aussi bien, là, il y en a plusieurs qui écoutent et qui disent, ouais, là, je pense que je sais ce que je vais faire. Alors là, vous avez fait un mot, vous avez fait un mouvement, vous avez pris une décision et vous dormez mieux, vous vous sentez mieux, mais vous avez encore de l'anxiété, vous avez encore de l'eczéma. Tout n'est pas réglé. non, pas du tout, mais j'ai pris Bon, je conscience. vous écoute. Je me tais et je vous écoute pour la C'est suite. correct. C'est correct. J'ai pris conscience aussi que je voulais plus rester avec quelqu'un. Je voulais plus rester avec quelqu'un. Ça m'emmène de l'anxiété, de l'angoisse. C'est ça, je me sens pas prête à rester avec quelqu'un dans ma vie. Je suis vraiment bien toute seule. Puis j'ai réalisé aussi que j'avais besoin de calme et de paix. Je m'ai fait tellement harceler que j'en peux plus. J'ai besoin d'être toute seule dans ma bulle. C'est ça. On a très bien compris. Et c'est vrai, tellement harcelé, là, vous avez besoin de calme et de paix. C'est vrai non seulement pour les partenaires, mais c'est vrai aussi pour les colocs. Exactement. J'ai entendu beaucoup d'histoires de colocs qui deviennent singulièrement harcelants. Alors, tout ça existe. C'est ça qui s'est passé. D'être bien seul, c'est beau aussi, là. Mais je le sens dans moi qu'il faut. J'ai besoin de ça. Parce que je m'ai tellement fait harceler par ma mère, par mon frère dans le passé, par des conjoints, ben, des chums, juste conjoints, oui, j'ai déjà resté avec, mais chums aussi qu'on restait pas ensemble. J'en peux juste plus. J'ai vraiment besoin de ma bulle. Oui, pour vous faire un système défensif. Le système patriote, qui consiste à descendre les missiles qui sont dirigés dans votre direction. Alors, vous allez vous construire un petit système patriote et quand quelqu'un enverra un missile dans votre direction, pèsez sur le piton et votre antimissile patriote va s'occuper de celui qui était ciblé sur vous. On appelle ça un système défensif. Alors, vous avez été tellement attaqué que vous n'avez jamais pu élaborer un système de défense efficace. Exactement. Ben, j'ai Vous êtes tellement dans quel groupe d'âge? Quel groupe d'âge, Mme Sophie? Rappelez-nous. début quarantaine. Début quarantaine. Comment c'est le temps, hein? Entre nous autres? Vous me le dites à chaque fois. Oui, comment c'est le temps? Je sais. Excellent. D'autres J'ai, choses pour ce matin? Oui, allez-y. exactement, je voulais parler de mon père. J'ai réalisé Oui. aussi que mon père, en fait, je ne sais pas comment l'exprimer, là. La captation que mon père m'a faite en bas âge et adolescente, avec les partenaires que j'ai eus dans ma vie, je m'ai rendu compte, je ne suis pas fière de ça, j'en parle, mais j'ai besoin d'en parler parce que ça va me libérer, tu sais, puis j'ai l'impression que la captation, je ne sais pas si je vais bien m'exprimer, mais la captation que mon père a faite, c'est que quand je rencontre un homme, je suis tout le temps déçue de lui parce que on n'aura jamais la même relation que j'ai eue avec mon père. C'est comme Non, si attendez un peu. On va préciser tout de suite. Ce n'est pas une question de relation. Vous venez de dire
on n'aura jamais la même relation qu'avec mon père, n'est-ce pas? Oui. Et si je vous reconvertissais ça de la façon suivante, je suis tout le temps déçu lorsque je rencontre un homme parce que je ne ressens jamais l'émotion que j'ai ressentie pour mon géniteur. Et ça inclut le titillement sexuel et le frétillement sexuel. J'aimerais ça que les pères qui sont à l'écoute nous appellent et m'engueulent là-dessus. Vous êtes capable d'engendrer titillation clitoridienne chez certaines de vos filles et frétillement sexuel. Tellement bon que vos filles ne rencontreront jamais un homme qui va leur procurer ce niveau de fébrilité intérieure qu'elles ont vécu avec leur géniteur. C'est bien, en tout cas. C'est pas mal ça, mais ouais, c'est la déception. Mais je vous dirais que je parle tout le temps du même. Là, quand j'avais 19 ans, j'ai rencontré un gars qui m'a beaucoup titillé sexuellement. Là. Vraiment beaucoup, tu sais, puis je ne l'ai pas retrouvé, ça, ce titillement-là. Je suis pas en train de vous dire que c'était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un d'extrêmement possessif, jaloux. Mais côté sexuel, c'était vraiment très, très bien. Madame Sophie, n'est-il pas exact de dire que la raison pour laquelle il vous a titillé, c'était parce que c'est un crotté avec lequel vous ne vouliez pas faire votre vie et avoir des enfants? Et vous le saviez très bien à 19 ans. C'est vrai que j'ai tout le temps regardé les crottés. C'est vrai, vous avez raison. J'ai tout le temps été avec des gars qui n'étaient pas... Mais Doc, ça touche beaucoup de femmes, là. Ça, c'est-tu parce que dans ce temps-là, la femme ne se sent pas déloyale envers son géniteur? Le fait d'être avec un crotté, ça permet d'avoir du plaisir parce que dans sa tête à elle... C'est-à-dire, il y a des points communs avec le géniteur. Un père qui convoite sexuellement sa fille est nécessairement un crotté. C'est un crotté de l'âme. On ne dira pas le contraire. Alors, mais l'autre, c'est un crotté criminel. Mais le père est un crotté criminel aussi. Le père qui s'amuse à titiller et faire frétiller sexuellement sa fille, c'est criminel. C'est un trou de cul. Oui, mais quand ça se passe, là, Mademoiselle S, à 19 ans, elle ne voit pas comme un criminel, son père. Là. Pas après ce qu'elle a ressenti avec lui, mais non. Mais elle continue dans la même foulée des trous de cul pour être sûre de ne pas tisser un lien. Excusez, c'est pas drôle, mais c'est vrai. C'est tellement vrai. Ah, puis j'ai tout le temps le don de regarder les trous de cul, là, puis ils sont beaux, hein, puis ils baissent bien. Non, mais c'est pas vrai. Le seul qui m'a satisfaite, c'était à 19 ans. Madame Sophie, ça s'adonne que je connais les trous de cul et les crottés pour en avoir évalué quelques milliers. Et leur capacité d'exciter, d'être de bons partenaires sexuels est relativement mitigée. J'aime autant vous le dire. Mademoiselle S, là, je m'excuse de vous interrompre, là, mais on voit ça souvent aussi des hommes, la fameuse expression, là, ils veulent
une sainte au lit, puis leur maîtresse, c'est une fille plus sexy. C'est un peu dans le même pattern. L'homme Non. ne veut pas être infidèle à sa mère dans la vie au quotidien, mais il se laisse plus aller avec une maîtresse. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire l'équivalence comme ça. Non, c'est différent. Je comprends ton point. Oui, Et il y a beaucoup d'hommes, à la maison, ils veulent une sainte, une voilée, oui, oui, mais dans le lit, ils veulent une pute. c'est ça. Et ils vont aux danseuses. Messieurs, vous êtes une couple à être allé aux danseuses. Vous frottez. Non, vous faire frotter. Mais à l'inverse, chez la femme, elle va être avec un crotté pour rester loyale à son père. Inconsciemment. Et continuer le même pattern. Se faire titiller et moustiller par un criminel. Mais là, elle le prend officiellement, crotté et criminel. Son père, c'est un saint. Il est second après Dieu, n'est-ce pas, Mme Sophie? J'écoute, Sophie. Là. Je me tais et j'écoute. Ah non, mais c'est parce que ça m'a tellement allumé. Je le mets tellement sur un piédestal. Puis c'est vrai que c'est un trou de cul, tu sais. Mon père. Mais là, ça m'éclaire. Je sais pas, je viens comme d'allumer un matin là, sur ça. J'avais pas vu mon. Je sais que c'était pas bien qu'est-ce qu'il faisait, mais c'est vrai, c'est un trou de cul. Fait que je me retourne tout le temps vers des trous de cul. Vous n'aviez jamais osé vous avouer Non, que votre père, c'est un trou de cul criminel. non. Mais vous avez, depuis le début que vous appelez, vous avez beaucoup focusé sur votre mère. C'est vrai. Puis là, de focusser sur votre père, ça vous fait quoi? La mère vulnérabilise l'abus sexuel du père. Elle vulnérabilise sa petite à la convoitise sexuelle du père. Et texto to tango, les crottés. Une mère qui est maternante, je vous assure que le sac à gosse, avant qu'il fasse frétiller sa fille sexuellement, il a besoin de se lever de bonne heure. Il va travailler fort. Puis sa fille va le regarder à un moment donné, ben, qu'est-ce qui te prend? Et le sac à gosse va perdre son érection. Oui. Il me revenait un souvenir, tu sais, mon adolescence, j'avais peut-être 15 ans, puis mon père était venu porter, je me tenais beaucoup avec des jeunes hommes, là, ben, des jeunes hommes de mon âge, là, 15, 16, 17, 18. Là. Puis il leur avait fait un lift. Puis quand il les a débarqués, il s'est mis à pleurer. Je me suis souvenu de ça cette semaine. Il s'est mis à pleurer, puis s'est dit ah, j'ai peur pour toi, j'ai peur que tu consommes de la drogue, puis beaucoup trop de drogue, tout ça. Mais aujourd'hui, il focusait pas. Tu sais, je me rends compte qu'il ne focusait pas sur la drogue. Tu sais. C'était les hommes avec qui je me tenais, là. Ils pleuraient, là, mais à chaudes larmes. Là. Puis moi aussi, je pleurais. Hey, écoute, je le décevais, tu sais. Ah, ben oui. Vous aviez quel âge, là? 15 ans. Qui pleurait de même à chaudes larmes, vous aviez 15 ans? Ouais. Un trou de cul! Il y a un vrai. Mais il mettait ça sur la faute de la drogue. Non, c'est que vous voyant avec d'autres, il savait très bien qu'un de ceux-là, d'ici 6 mois, 1 an, 1 an et demi, glisserait sa main dans vos petites culottes. Il le savait, avec raison. Ça le mettait... La moyenne d'âge des premières relations sexuelles, hommes et femmes confondus, la moyenne d'âge, c'est 16-17 ans. Vous en aviez 15. Ça le faisait virer fou, là. C'est bien évident qu'il y en a un qui va s'essayer à vous jouer de la petite culotte à un moment donné. C'est écrit dans le ciel. 6 mois, 1 an, 1 an et demi.
c'est la moyenne collective. Pas moi qui le dis, c'est en Amérique. Puis elle monte un petit peu la moyenne. Contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire avec l'hypersexualisation, je pense que ça se digne pas mal plus que devant un film porno et ça se met moins en Amérique. Madame Sophie, Merci. bonne réflexion. Ça fut un plaisir. Pareillement. Merci. 40 ans, dans quelque temps, à un moment donné, vous pouvez remettre ça. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. J'arrive pas à reproduire le type de relation que j'avais avec mon père. Non. J'arrive pas à frétiller dans ma vulve comme je frétillais quand j'étais jeune. Hey, as-tu imaginé le moment, toi? Son père pleure à chaudes larmes, elle et tout. As-tu imaginé la scène? Mais tu sais, vous, Unique. c'est votre quotidien, là, tu sais, parler de ça, là, mais je me dis, la femme qui reçoit ça, et de un, de ce que vous dites, de le réaliser qu'effectivement, c'est ça qui s'est passé, mais et de deux, juste de dire, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas un homme qui m'a fait frétiller autant que mon père. Hey, c'est toute qu'une révélation à entendre et à assumer. Là. C'est l'annonce faite à Marie. Rien de moins. Non, mais c'est... Écoute, elle est enceinte et elle n'avait pas eu de relation sexuelle. Saint-Esprit t'a engrossé, ma grande. Eh oui, c'est l'annonce faite à Marie. Eh oui. C'est toute qu'une révélation. Pour ça qu'elle appelle l'épiphanie, par hasard. On a Alexis qui est avec nous. Bonjour. Bonjour José, bonjour Doc. Monsieur Alexis. J'ai le sentiment d'avoir retrouvé, d'avoir trouvé mon âme. Le fait d'avoir découvert que j'avais implosé jeune me permet de visiter quelque chose de pas mal de fun. Ça fait 1 an que je fais du keto par moi-même. J'ai perdu 30 livres. J'ai commencé entraînement de boxe, ça fait 3 mois, avec coach. Je trouve ça super le fun, ce que je vais visiter là. La semaine passée, lundi, quand je suis allé m'entraîner, je tapais dans un sac, puis j'étais tout seul avec ça, puis j'avais comme le goût de pleurer, mais je pleurais de joie là, de récupérer quelque chose. Je pense que j'ai assez bien visité les dommages que ma génitrice, ou j'allais dire la génitrice, c'est dépersonnalisant, mais bon, a causé chez moi. Là, je commence à avoir le goût d'examiner un peu plus mon géniteur, ses comportements avec moi. Et lui, quand j'avais 4-5 ans, j'allais me réfugier. On avait un lit à 2 étages avec mon frère, puis moi, j'avais le lit du haut. Et j'allais me réfugier en haut, dans le fond, quand ma génitrice voulait me frapper. Et puis, à un moment donné, c'est lui qui est venu me chercher. L'endroit où je me sentais en sécurité. Il m'a ramassé. Il m'a garroché par terre, puis s'est même frappé à coups de pied. Toute la rage. Donc, ça ressemble au massacre de Thierry Nichols, ça, cette histoire-là? En tout cas, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais j'ai vu toute sa rage et sa haine. Il déchargeait sur moi. Ben oui, j'ai ramassé, coup de pied. Oh là là, vous étiez un petit bout de 4-5 ans. Oui, exactement. Et puis, à tout bout de champ, il prenait ma main, puis il me pétait sa main, puis il trouvait ça donc drôle de faire ça. Moi, je trouvais ça dégueulasse. Mais en même temps, j'étais... Quel être ignoble. Allez-y, continuez. En même temps, j'étais amusé du fait qu'il rit. Qu'il rit avec moi. Fait que ça m'a comme tordu la forme de plaisir. Ça n'a pas un lien, là. Je n'arrive pas à le nommer. J'oserais aller du côté de l'abus sexuel, mais en même temps, il ne me touchait pas moi.
Mais il me faisait toucher son anus, là, par-dessus son linge, là, mais quand même. Puis dans ce jeu-là, il incluait ma sœur 1 an plus jeune, puis plus tard, mon frère aussi, 5 ans plus jeune que moi. Hmm. Puis son comportement avec les autres hommes, il était écrasé. Il ne prenait pas sa place. Il était bon pour frapper les enfants, les bébés aussi, mais avec les autres hommes, il fermait sa gueule. Puis il m'a déjà emmené avec lui sur son lieu de travail parce qu'il se faisait boulier, solide. Puis il voulait m'utiliser pour montrer, garde, je suis un père de famille, laissez-moi tranquille. J'ai senti la responsabilité de le défendre à ce moment-là. Vous aviez quel âge? Encore là, à peu près ça, 5 ans. À un moment donné, une fin de semaine, il m'a emmené travailler sur une toiture de maison du côté de son père, là, de mon grand-père. Et puis, c'était de la parenté. Et puis, il m'a emmené directement sur la toiture, à cet âge-là encore, 5 ans. C'était pas une place pour un enfant, puis tous les autres hommes y ont dit. Mais la chaleur humaine, puis la joie qui m'a enveloppé dedans, et c'est devenu très sécuritaire pour moi et plaisant. L'impact que ça a eu, ça m'a amené à aimer le danger puis le risque. Je ne sais pas si c'est dans la nature humaine ou bien dans ma nature à moi. Quand je marche sur une toiture, moi, je vais être du genre à marcher sur le bord du toit, pas être en sécurité, à goûter le danger. Puis j'associe la drive masculine, j'ai associé longtemps la drive masculine à la haine puis à la destruction. Puis je voulais pas vivre ça. J'ai pas développé mon masculin ben. Jusqu'à dernièrement. Maintenant, je suis capable de tenir mon bout avec les hommes d'une manière qui est pas mal saine, je trouve. Je suis pas encore en équilibre, mais je suis pas encore avec toute ma force, mais je commence à le goûter, là. Je pense que l'introspection, l'entraînement, les questions que tu poses souvent, Doc, qui me fait réfléchir, ça m'a fait avancer pas mal. Ça se reflète comment concrètement le retour à la masculinité? En ce moment, c'est la prise de pouvoir sur moi-même. C'est d'aller tranquillement à petits pas vers la raison plutôt que d'être toujours dans l'émotion. C'est le bout que j'ai le plus de difficulté à vraiment me faire confiance d'aller dans la raison. J'ouvre des sujets dans des milieux masculins qui, normalement, ne sont pas abordés. Puis quand je rencontre de l'adversité, puis quand il y en a un qui me challenge, bien, je vois sa résistance, puis je suis capable d'y répondre adéquatement. Pas avec toute la force que je suis encore capable, mais je réponds avec ce que je suis capable de faire. Je ne me laisse plus écraser par les autres. Ouais. Ça, c'est être adulte. Ouais. Ça, c'est être la prise de pouvoir. La prise de pouvoir de quelqu'un, pas sur soi, mais la prise de pouvoir de quelqu'un. C'est un élément qui différencie les adultes des enfants. On n'est pas parce que les femmes peuvent faire la même chose et doivent faire la même chose. Alors, quitter graduellement l'émotion vers la raison, ça, c'est devenir plus mature, hommes et femmes confondus. Mais la question de José, c'était par rapport au masculin. Ben, j'ai de la misère à répondre. Je pensais que j'y répondais, là. Non, ben ça, vous ne le saviez pas, mais c'est être plus adulte. OK. Et c'est parce que c'est tout aussi vrai pour une femme. Alors, quitter graduellement l'émotion pour, à petits pas,
être davantage en possession de sa raison. C'est ce qui nous distingue, c'est ce qui distingue les adultes des enfants. Bon, bien, il n'y a rien que des exemples qui me dirigent. Je n'ai pas d'autres exemples. Vous verrez. Okay. Quand vous en aurez, vous verrez. Mais qu'est-ce que c'est concrètement devenir non, ça sera vous. Non, cessez de poser des questions et de vouloir être quelqu'un d'autre que vous-même. Votre masculin va s'exprimer comment? J'ai aucune idée. Ça varie beaucoup d'un homme à l'autre. Mm-hmm. Mais d'abord, vous savez, exprimer son masculin en étant immature. Alors, la démarche actuelle, c'est de devenir plus mature. Après ça, ben, vous verrez qu'est-ce qui vous caractérise, vous, dans le masculin. Okay, et vous apprendrez graduellement, une fois le masculin affirmé, vous apprendrez graduellement ce qu'est votre virilité à vous. C'est par étapes. Et normalement, tout ça se passe adolescence, jeune adulte. Mais vous êtes quoi, dans la quarantaine, cinquantaine à l'heure actuelle? Oui, fin cinquantaine. Fin cinquantaine. Disons que ça fait quelque temps, vous êtes en train de traverser une étape qui a été moffée jadis, n'est-ce pas? Oui. Alors, tranquillement, ça va bien. OK, bien, en ce moment... Prise de pouvoir, empowerment graduel. Elle démarche pour la santé. Là. OK. Oui. Le mot en français, c'est autonomisation. Autonomisation. Non? Oui. Pour empowerment, autonomisation. Ouais, c'est mieux prise de pouvoir. Empower. Okay. Autonomisation, ce n'est pas tellement d'utilisation populaire. Moi, ça me fait penser à automatique. Oui. Moi, j'allais avec pour autonomie, autonome, autonomisation. Non, mais prise de pouvoir. OK, c'est bon. Empowerment, prise de pouvoir, là, je pense que ça nous dit quelque chose. OK. OK, bye. Merci à vous deux. Moi, c'est tellement que j'aime, là. Empowerment. Oui. Prise de pouvoir. Pas sur soi, en soi. C'est de soi vers l'autre. C'est pas retourner. C'est prise de pouvoir sur moi-même. Non. Prise de pouvoir de mon moi-même. Sur. Attention, les amis. En anglais, ça dit tellement tout. On a de la place pour vous lever la main. Mais je ne suis pas sûr que si on demandait aux Anglais ce qu'ils veulent dire exactement par empowerment, qu'il n'y aurait pas des éléments de définition communs avec celle d'Alexis, c'est-à-dire une prise de pouvoir sur soi. Non, c'est une prise de pouvoir de soi vers l'extérieur. Pas... C'est juste s'affirmer, c'est pas s'affirmer sur soi. On s'affirme vers les autres. Ouais. Exactement, c'est très proche, c'est beaucoup plus proche. C'est dans la foulée beaucoup plus de l'affirmation. L'affirmation avec de la concrétude, des éléments objectifs. Y en a-tu qui ont ça naturellement ou ça se travaille? Certains individus ont des traits de personnalité prédisposant davantage à la prise de pouvoir. Maintenant, prise de pouvoir n'est pas dictature. Ça, c'est l'autorité abusive. Oui, il y en a qui sont capables de prendre le pouvoir sur les autres, mais sur eux-mêmes, ils ne sont pas bien épanouis. Non, ils peuvent. C'est qu'il y a des individus dans les rapports dominant-dominé, il y en a énormément
qui s'attribue, qui s'arroge un pouvoir sur l'autre. C'est un pouvoir abusif. Tu sais, une prise de pouvoir, l'empowerment, qui est dans la foulée de l'affirmation de soi, c'est nécessairement respectueux. Autrement, on est dans le rapport dominant-dominé, on est dans la dictature, on est dans le Poutine, on est dans le... Tu sais. On est dans le Xi Jinping, on est dans les grands dictateurs. C'est pas une prise de pouvoir, là. Puis souvent, ils ont l'armée accrochée derrière, tu sais. Bonjour, Jérémy. Bonjour José, bonjour Doc. Jérémy? C'est un bout que je ne vous ai pas appelé. La dernière fois que je vous ai parlé, j'ai pas trop aimé ce que vous m'avez dit, puis je m'étais dit que je ne rappellerais plus, mais je pense que j'en sens le besoin en ce moment. Allez-y, qu'est-ce que ça, vous n'avez pas aimé et pourquoi vous rappelez? Décrivez-nous ça. J'avais appelé pour parler d'une situation, puis je pense que vous aviez détecté un peu que j'appelais peut-être pour me lamenter, puis ça avait l'air de vous agacer un petit peu. Fait que vous m'aviez lancé, parlez-nous de votre mère, là, votre danseuse, là, dites-moi comment elle se faisait aller le cul. J'avais trouvé ça un peu irrespectueux, puis ça m'avait blessé. Puis, en tout cas. Mais peu importe, c'est pas grave. Non, c'est pas peu importe. Le problème est là. Est-ce que c'est vrai que votre mère était une danseuse? Oui, Danseuse à poil? oui, Ah! Est-ce que c'est vrai qu'elle se faisait aller le cul pour faire venir les gars? c'est vrai. Bon! Où est la Ah ouais. blessure? Ben, se le faire mettre d'en face, c'est pas toujours le fun. Bon, OK. OK. Mais la question est, étiez-vous capable de voir votre réalité comme elle a été? Que votre mère, tout à c'est une fait. danseuse à poil, puis elle se faisait aller le cul, Ouais. puis elle se faisait poignasser les seins pour faire venir les gars dans les cabines. Tout à fait. Non, je me suis jamais occulté de ce fait-là. Là. Tout à fait. Ah. Mais, Ah, mais vous Jérémy, étiez outragé. oui, mais Jérémy, c'est quoi? Je trouve ça intéressant, puis merci beaucoup de rappeler, là, parce qu'il y en a, quand ils ne sont pas contents, ils veulent se désabonner. Fait que vous êtes restés. Mais ce que je voulais dire, c'est que qu'est-ce qui fait que vous la connaissiez, votre mère? Le fait que des mots aient été mis sur ce qu'elle était, c'est venu comme vous atteindre? C'est quoi? Sinon, c'est plutôt la façon dont le propos avait été apporté du doc en voulant dire, bon, tu sais, l'aviez-vous vu danser? L'aviez-vous vu se trémousser? J'avais trouvé ça baveux un peu. Là. Ça m'avait... C'est ça. Ça avait atteint mon petit côté susceptible, ma susceptibilité, disons. C'est ça. Allez-y, continuez. Ah ben, je sais pas. Je trouvais ça comme hors propos parce que je parlais de quelque chose de Vous différent. allez nous parler de votre intérêt pour le corps de votre mère. J'en ai pas d'intérêt pour l'accord de ma mère. Jérémy, C'est pas pour ça que j'appelais un matin. laissez faire. À travers les années, l'évolution de votre intérêt pour le corps de votre mère. À travers les années. Oui. L'évolution pour l'intérêt du corps de ma mère à travers les années. Oui. Ben, à l'adolescence, puis à la jeune adulte, à la jeune vie adulte, puis il y avait un certain intérêt parce que ma mère, c'était une belle femme. Hein? Mais avec le temps, là, il n'y en a plus d'intérêt. Là. Oui. À l'adolescence, c'était une belle femme. En quoi était-elle belle? Ben, physiquement, c'était une très belle femme. Et son corps était bien proportionné. Elle avait des beaux seins, des belles formes. C'était une femme voluptueuse avec un beau visage, des beaux traits. C'était une très belle femme. À l'extérieur. Vous avez compris l'exercice? Très bien. Moi, je l'ai bien compris. Qu'elle avait des beaux seins, les avez-vous déjà vus? On en avait parlé. Là, dans un très jeune âge, j'ai des flashs flous que j'avais vus ses seins, effectivement.
Et oui, ça l'a teinté mon cerveau parce que, comme vous le dites souvent, puis j'en ai fait l'exercice, la femme que je fréquente actuellement elle semble avoir le même genre de forme de sein et c'est le genre de sein qui me plaise beaucoup. Est-ce que c'est un lien de causalité direct? Peut-être. Ou est-ce que c'était une préférence qui s'est développée avec le temps? Je ne sais pas. C'est-tu inné ou acquis? Aucune idée. Et que ça ne vous tentait pas d'aller là, hein? Non, mais pas vraiment. C'est pas ça que je voulais parler ce matin. Allez-y, allez-y. Vous avez été gentil de vous prêter à l'exercice et puis on verra à quel point c'est pertinent. Vous êtes dans quel groupe d'âge, Jérémy? Rappelez-nous. Mi-quarantaine. Mi-40. Oui, allez-y. Ouais. La raison pour laquelle je Bon vous appelle... vous avez changé d'idée maintenant. Oui, OK. Je m'étais désabonné, José, by the way, tellement que j'étais comme... Mais je suis revenu parce que j'ai été un peu triomphaliste dans les derniers mois et je l'ai échappé. Je l'ai échappé solide. J'ai pris peut-être 20 livres. J'ai arrêté de prendre soin de moi. Avant les fêtes, j'ai repris l'activité physique. J'ai repris un mode de vie semi-keto là, avec les jeûnes alternatifs. J'ai retourné au gym solide et j'ai arrêté de prendre d'alcool. Ça fait 30 jours aujourd'hui que je n'ai pas bu une goutte d'alcool. Et j'avais tendance à boire seul. Ça affectait ma vie, mon humeur. En tout cas, il y a eu plusieurs impacts à ce niveau-là, mais je dois dire que depuis un mois, je vais très bien. Et en réécoutant les appels la semaine dernière, il y a un Marc qui a appelé à ce niveau-là. Il y a Kevin qui a intervenu là-dessus et ça m'a interpellé. Parce que dans les années passées, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de prendre soin de moi à un niveau où je deviens vraiment bien avec moi-même, mais ça ne dure pas longtemps. J'ai tendance à lâcher puis à tomber dans des phases où je ne prends plus soin de moi. Et là, j'ai peur de retomber. Et j'ai l'impression que c'est lié à un phénomène sous-jacent dans mon inconscient d'un manque de confiance en moi intrinsèque. Et tant que je ne réglerai pas cette confiance en moi-là, mon amour-propre intérieur, j'ai l'impression que je vais être fragile à retomber dans de l'autodestruction, du sabotage. Puis là, j'aurais besoin de pistes de réflexion pour m'aider à cheminer là-dedans parce que là, je vais très bien puis je veux continuer à bien aller. Fait, c'est un peu ça le but de mon appel ce matin. Manque de confiance en moi intrinsèque. Expliquez-vous. Ben, je vais vous donner un exemple concret. J'ai une relation depuis 3 ans qui c'est on and off, puis durant le temps des fêtes, ça s'est fini. Puis la personne, elle me dit de quoi qui m'a vraiment frappé. Elle me dit, tu sais, moi, on dirait que je suis là des fois avec toi juste parce que tu as besoin de quelqu'un pour t'aimer, pour te faire sentir bien, pour te valoriser. Puis en quelque part, je pense qu'elle avait raison. J'ai pas souvent été seul dans ma vie, puis j'ai l'impression que j'ai de la difficulté à aller chercher de l'amour propre juste par moi-même. Il va falloir que je me valorise à travers les autres. Pourtant, j'ai un excellent travail, j'ai 2 jeunes enfants qui sont magnifiques. Je suis un bel homme, je réussis bien dans la vie, je suis quand même assez intelligent, j'ai pas rien à envier, mais on dirait que j'ai la difficulté à aller chercher à l'intérieur de moi ma propre valeur quand c'est pas à travers des yeux des autres. Je pense que c'est un signe qui me fait réaliser que j'ai peut-être un manque. Pourrait-il s'appliquer en toutes lettres à votre génitrice? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Répétez la question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est possible que ce que vous venez de dire pourrait s'appliquer en toutes lettres à votre génitrice? Qu'elle a un manque d'amour-propre? Elle? C'est évident. Tu peux pas aller te trimousser le cul à l'air, selon moi, si tu as d'amour-propre pour toi-même. Là. C'est vous qui allez rondement ce matin? Puis je ne vous le reproche pas, là. C'est crûment dit, mais ça se pourrait que ce soit ça, n'est-ce pas? Non, tout à fait.
Ouais. Est-ce que Comment? vous voulez, Oui, allez-y. est-ce que vous voulez insinuer que si j'ai été mal parenté par des géniteurs fonctionnels, sans amour propre pour eux, qui n'ont pas su m'inculquer cette. OK. Il n'avait même pas besoin de vous l'inculquer. Il n'avait qu'à vous le démontrer que vous étiez important. Oh, j'ai été abondamment négligé. Là. Ouais. Écoutez, avez-vous déjà vu une danseuse qui prend bien soin de son bébé? Une danseuse à poil? J'ai pas J'ai une expérience dans empirique. ma carrière. Non. Et dit avec respect, mesdames. Je sais pas, j'ai pas une expérience empirique de toutes les... Mais de toute façon, je vous avais parlé, mon père aussi, mon géniteur aussi m'a abondamment négligé. J'ai été très négligé dans mon enfance. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça. Rendu à mi-quarantaine, comment je fais pour développer ça? Intéressant, allez-y, on vous écoute. Vous Ben, êtes j'ai l'impression. intelligent, ramez. Ben, en fait, il faut que je me cultive intérieurement, là. Pas juste extérieurement par des modes de vie sains, mais me cultiver intérieurement, je pense que je le faisais avec l'introspection, mais je me valorise beaucoup en prenant soin des autres, là, dont mes enfants. Oui. Ça m'aide. L'affaire, c'est qu'il manque peut-être une partie sociale là-dedans. J'ai beaucoup de difficultés à créer des liens sociaux à l'extérieur de mon milieu familial, de mon... C'est bien sûr que les danseuses à poil ne sont pas les mères les plus sensibles à l'invitation des petits amis à la maison. N'est-ce pas, M. Jérémy? Non, tout à fait. J'ai jamais eu de fête d'enfants ou des trucs comme ça. Là. Eh, maudit. Le géniteur faisait quoi dans la vie, lui? Ben, je vais vous rafraîchir la mémoire. Ma génitrice, mais elle m'a abandonné, j'avais 3-4 ans, puis c'est mon géniteur qui s'occupait de moi. OK. Mais lui aussi, là, il était aussi négligent. C'est pas... Ouais. Puis les 3-4 premières années, c'est votre génitrice qui menait le bal? Dois-je comprendre? Exact. Oui, exact, c'est ça. Mais le bal n'était pas bien mené. Vous savez, M. Jérémy, mi-quarantaine, probablement que vous avez vécu votre dernière tentative inconsciente de protéger l'incompétence crasse de votre génitrice. Ne serait-ce pas là un bon point? Mm. Oui, je vous ai provoqué. J'ai pris un risque. Je vous ai provoqué. C'est vrai. Et là, vous avez joué à la bête blessée. Ce qui n'était pas dans votre intérêt. Parce qu'elle vous a blessé, pas moi. Alors, voir la réalité, je vous ai garoché en pleine face une réalité dégueulasse. Puis vous ne l'avez pas pris. Parce que cette femme-là, vous l'avez aimée. Vous l'avez trouvée belle. Vous l'avez investie sexuellement. Elle avait une maudite belle paire de boules, n'est-ce pas? Puis avec de la volupté. Il n'y en a pas beaucoup qui comprennent ce que c'est. C'est synonyme de sex appeal. L'attrait sexuel, elle l'avait dans tout son être. Ah, c'est évident, là, Doc. Là. Moi, je jouais au hockey quand j'étais jeune, puis quand elle arrivait dans les estrades, là, c'était un spectacle à voir. Ça vous gênait-tu ou vous étiez fiers? C'était extrêmement malaisant. Monsieur Jérémy. OK, oui, j'étais fier. Monsieur Jérémy, je veille au grain. Votre graine a tendance à vous tromper. Ah oui, tout à fait. Eh oui. Maudit, hein? Les autres petits gars se retournaient vers vous. Bon, je vous l'avais déjà dit, là, à chaque fois que j'ai des amis qui venaient à la maison à l'adolescence, elle est ta mère, puis écoute, là, ferme ta gueule, là. Ouais. Elle est à moi. Eh oui. C'est cela.
Vers quel âge vous aviez les premières fois qu'elle s'est présentée à l'aréna et elle a causé une cohue? Ah, j'avais À peu près. 7 ans. C'était 7 ans, là. Ouais, elle arrivait là, habillée quasiment comme Madonna, là, puis c'était quelque chose, là. On Ça imagine bavait. la scène. Ouais. Et les pères et les mères des autres petits camarades de jeu, comment réagissaient-ils? Parce qu'il y a deux réactions. Là. Ouais. Il y a la réaction Ouais. des mères, puis la Ouais. réaction des pères. Ça fait trop longtemps, je me rappelle Ah, pas OK. vraiment. Ouais, OK. Vous êtes dans la quarantaine. Ouais. Mais j'imagine la On peut scène. Là, présumer. Pardon? On peut présumer un peu. Ben oui. Et Ouais. étiez-vous bon au hockey? Oui, j'étais bon. Est-ce que la présence de votre mère vous volait la vedette? Sûrement. Sûrement auprès des autres parents. Ouais. Et auprès je des l'avais petits déjà. garçons aussi. Oui. Ouais, mais ça, je l'avais déjà dit, mon père était parti vendre ma poche de hockey puis s'acheter de la dope, là. Ah C'était- oui. Ouais. Ah oui. Ouais. Alors, c'est sur toute la ligne, tu sais. Ah. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça. Dans Le but de mon appel. Dans votre cas, M. Jérémy, patience, indulgence, malgré votre quarantaine. Il m'arrive de dire, mi-quarantaine, on n'a plus de temps à perdre. Vous, dans votre cas, patience et indulgence face à vous-même. Correct? C'est drôle que vous me dites ça parce que j'ai commencé une approche thérapeutique la semaine passée. Je vois un psychologue, là, puis c'est exactement ce qu'il me dit. Dans votre cas, ça va prendre du temps, vous allez devoir être patient. Ouais. Et être indulgent. Vous êtes Ah. capable de l'être, j'en suis convaincu. Envers moi-même? Oui. Hmm. C'est pas vous qui n'avez pas fait votre job. C'est les deux zigotos, deux pourris. Ouais. Ça me fait monter les larmes aux yeux, vous avez raison. C'est sûr. Ouais. Ben, Pendant merci. les 3 ou 4 premières années où débute la confiance dans l'autre, probablement qu'elle vous dompait à gauche et à droite, là, chez n'importe qui, puis, y compris des collègues de travail danseuses. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 j'imagine le chiard, Tout à fait. n'est-ce pas? Patience et indulgence, c'est bon que vous soyez accompagnés. Bonne idée. Rappelez-nous un de ces 4. Merci, Doc. Merci, José. Bye. De retour. Oui. Oui, je suis en train de penser à ça quand tu l'as mentionné. Mais c'est pas la première fois, là. Mais moi, quand quelque chose qui vient me chercher, là, je me dis toujours, bon, c'est quoi que j'ai à comprendre là-dedans? Tu sais, pour que ça vienne me chercher autant une situation, là. Ouais. Mais Jay, c'est un peu ça, Jérémy, qui a fait, là. Il est revenu. Là, il a évolué, il a avancé. Il le savait, mais il ne voulait pas se l'avouer. C'est différent. Les termes crus peuvent être très provocants, beaucoup plus que les termes enrobés et beaucoup plus agents de changement. Pas tout le temps, mais ça peut. C'est sûr que ça ne l'a pas blessé, ça l'a vexé. Elle l'a mis en crise. Ah ouais? Que quelqu'un ose dire ce que j'ai dit de sa mère. La réalité. J'en ai comme cliente. C'est ça qu'il dit. Il dit oui, j'étais en tabarnak. Oh! il nous a dit, tu sais, bon joueur, on a dit, ça m'a blessé. Non, 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 non. Il était en asti solide. Oh oui. Il est très différent. Ah, ben là, je suis peut-être dans le champ, mais moi, je me dis qu'il soit là, ça veut dire qu'il veut avancer. Il veut. Ben oui, ben oui. Il y en a qui vont se fermer, puis ça va être fini. Ils évolueront plus. C'est là que ça arrête, tu sais. Mais, tu sais, il veut, là.
il a 2 enfants. Il est père de 2 enfants. Puis oui, je le crois qu'il a un bon quotient intellectuel, probablement beaucoup mieux que celui de ses parents. Alors, ça peut arriver sur le plan génétique qu'un enfant soit supérieur à ses 2 parents, à la fois au niveau intellectuel et la qualité de stamina, la qualité de la force intérieure et des traits de caractère. C'est ça la génétique, les amis. La génétique, c'est ingrat. Ça n'a pas de bon sens. Si Dieu avait créé l'univers, l'être humain, on pourrait le lui reprocher. Tu n'aurais pas pu créer un peu plus d'uniformité génétique. Et on est aussi différents les uns les autres que les grands singes entre eux. On ne doit pas être trop loin des grands singes, puis des plus petits singes. On aurait temps pour un dernier appel, si quelqu'un veut lever la main. Vous êtes les bienvenus. Moi, je pense que l'appel de Jay aujourd'hui, excusez-moi, je l'appelle Jay, je vais passer Jay partout dans Jérémy, désolé. L'appel de Jérémy aujourd'hui va avoir fait réfléchir d'autres personnes. Je le soupçonne. Vous savez, voir la réalité telle comme elle est et l'impact de la négligence, voir la réalité comme elle est, là, c'est pas évident. Facile à dire, mais très difficile, surtout lorsque ça concerne la mère. Beaucoup plus que le père. Pour un homme ou homme-femme confondu? Les deux genres. Oh oui. La mère est de loin beaucoup plus marquante et importante pour les êtres humains. Marc est là. Bonjour, Marc. Bonjour, Doc. Bonjour, José. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Parfait, parce que je prends ma marche quotidienne, puis je n'étais pas certain si ça allait fonctionner. D'accord. Désolé, des fois, je suis un petit peu... j'ai la voix haletante, c'est glissant, puis c'est un peu essoufflant. Donc, j'appelle, en fait, en partie pour réagir à l'appel de Jérémy, puisqu'il m'a mentionné là, d'entrée de jeu avec Kevin qui avait réagi à mon appel. En tout cas, bon, petit topo de où j'en suis dans mon 180 degrés au niveau personnel. Ben, ça va toujours bien à ce niveau-là. Je tiens encore mordicus à mes changements de vie. Je suis sorti chez des amis ce week-end, puis on faisait un souper, chacun fait sa pizza. Et puis moi, je me suis apporté ma croûte keto, puis je me suis fait ma pizza keto, puis j'ai pas bu d'alcool, puis j'ai pas consommé de pot non plus. Donc, je suis toujours enligné là-dedans. J'ai aussi eu des filles là, avec qui je parle qui m'ont demandé là, d'aller au restaurant. Puis, je mentionnais d'entrée de jeu que moi, les restaurants de sushi, c'est pas pour moi pour le moment. Puis bon, en tout cas. Il y a des sashimi et oui. des tartares, Marc, que vous pouvez prendre. Oui, je le sais, sauf que j'aime vraiment ça, le poisson cru et le sashimi, c'est ce que je préfère le plus. Sauf que manger, disons, 7 assiettes de sashimi, ça devient un petit peu long. Là. Mais bon, je suis d'accord avec toi. Sinon, je prenais une marche. La semaine dernière, j'écoutais une émission antérieure et puis Oscar parlait. Puis ça m'a tellement fait un déclic dans ma tête. Je vais dire ce qu'il en est. C'est par rapport à ma procrastination. Donc, en général, je suis quelqu'un qui attend jusqu'à la dernière minute. Puis quand il est minuit moins 1,
je mets tous les efforts que je suis capable de mettre pour livrer la marchandise. Je vais bien la livrer, sauf que tout le temps de ma procrastination, je vais stresser, je vais me dévaloriser. Et puis, je me suis rendu compte suite à l'appel d'Oscar, en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez, Doc, que comment que j'avais formulé ça? C'était cette attitude-là était pour bon, c'est pas exactement ça, mais cette attitude-là était pour reproduire, c'était fait pour reproduire un comportement que mes géniteurs avaient envers moi, ou bien, tu sais, mon père, il passait son temps, quand j'étais jeune, à me traiter de débile mental, puis de bon à rien, puis donc, j'ai l'impression que par ma procrastination, je me mets dans ces situations-là pour pouvoir mieux me dévaloriser puis rester dans cette toxicité-là. Puis d'ailleurs, j'irais même pousser plus loin. Désolé s'il y a du bruit, là, c'est une déneigeuse. J'irais même plus loin en disant que c'est moi qui fait présentement, qui termine son projet de maîtrise. J'irais même aussi loin que dire que j'aurais été en mesure, nul été d'avoir eu 2 géniteurs comme Taré, j'aurais été en mesure de concilier mon travail et la réalisation de ma thèse universitaire. Mais là, j'ai l'impression que pour retourner aux mamelles de ma génitrice, je me suis saboté en ne mettant pas les efforts nécessaires pour me rendre justement à minuit moins 1, puis ainsi, tu sais, avoir une bonne raison pour retourner aux mamelles. Donc, ouais, donc j'ai comme réalisé ça. Puis, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression que c'est la phase d'après. Je trouve succulente votre phrase. J'attends jusqu'à la dernière minute pour livrer la marchandise. Oui. Vous n'êtes pas père d'enfant, vous, hein? Non, heureusement. Savez-vous à quoi ça m'a fait penser? Non. À un petit garçon qui se tortille, sentant sa crotte qui veut sortir. Ouais. Il va attendre jusqu'à la dernière minute avant de le laisser savoir à sa mère pour l'appuyer, au risque d'en faire une partie dans ses culottes pour se venger. Mais c'est complètement stupide parce que la seule personne à qui je fais du tort, c'est moi-même, tout au long du processus. Oui, mais le petit enfant de 2 ans et demi, ouais. Le seul moyen qu'il a de se venger, c'est de chier dans sa couche. Livrer sa crotte le plus tard possible, au risque d'en échapper une partie et de rendre la bonne femme furieuse parce qu'elle n'a son troc de nettoyer la crotte de son tout petit. Un petit bébé peut déjà agir comme ça. Ah ben oui! Ah ben oui, de 2 ans et demi, 3 ans, ben oui. Ben oui. C'est tellement bien dit. J'attends à la dernière minute pour livrer la marchandise. Ouais. Et la bonne femme est là, ça fait une demi-heure que vous êtes assis sur le petit pot. Là, vous vous relevez, vous vous promenez. Elle est en sacrament. Et là, vous jouissez. Oui, les petits-enfants se rendent compte de ça. Parce qu'elle l'a imploré, elle l'a menacé, elle lui a promis des récompenses, elle lui a maudit une claque. Le kit qui a passé là, dans bien des cas, c'est pas mal. Oui. Ben, je voulais dire au plan
sévissement physique et corporel. Effectivement, C'est arrivé de la génitrice, oui. J'ai le souvenir là, très clair dans ma tête, et du géniteur à plusieurs reprises, le géniteur. La génitrice, une fois. Le géniteur, c'était rock'n'roll. Ouais. Parlez-nous de la fois avec la génitrice. Vous avez dit une fois. Ouais, c'était en première année. Quand j'étais en première année, donc 5 ans. Puis en plus, moi, je suis tard, là. J'étais à la limite entre être en. Je suis début septembre, là, donc on se comprend. Oui. Puis. Ma génitrice. OK, je vais vous parler de. Ouais, vous m'avez demandé la situation, pas ma génitrice, on s'en crisse. Donc, ce qui s'est passé, ça avait rapport avec l'école. Toute mon enfance avait rapport avec l'école, donc c'était avec l'école. Puis, je me souviens pas exactement, mais je devais pas avoir étudié là, assez fort à son goût pendant la fin de semaine. Puis, elle était enragée là, que je me sois pas donné assez donné. Et puis, elle m'a tapé et poussé. Il y avait une chaise berçante que mon grand-père avait fabriquée, dont le bras, un des accoudoirs était cassé, mais dont la vis sortait, une des vis qui était là pour tenir l'accoudoir sortait. Elle m'a tapé, elle m'a poussé, puis je suis tombé le visage, la joue droite sur la vis. Ouais. Puis il y a encore une photo chez mes géniteurs là, de moi, disons, la semaine ou 2 semaines plus tard, photo d'école avec la grosse marque dans le visage. Ouais. C'était ça, la situation. Qu'elle avait tendance, dans cet incident-là, elle s'est manifestement défoulée sur vous. Alors, sa fin de semaine n'avait pas bien été. Non, elle s'était sûrement pas fait fourrer. Je ne sais pas. Non, mais la relation entre mon géniteur et ma génitrice, je veux dire, comme vous le dites souvent, un enfant qui est témoin de chicanes incessantes puis qui baigne dans un environnement toxique ne peut pas se concentrer à l'école ni dans ses études. Ça a été ça toute ma vie. Donc, c'est clair que leur relation n'allait pas bien. Ils passaient leur temps à se chicaner. Lui, il passait son temps à la traiter de crise de folle, puis etc. Et elle se retournait de bord et se défoulait sur le petit enfant. Ouais. Puis le géniteur aussi, il se défoulait de, j'imagine, le grand attrait de ma génitrice envers moi. Oh! Oh, ouais. Je suis pas mal certain. Je suis pas mal certain. Ouais, je pensais à ça en écoutant là, d'autres appelants, je me souviens plus lequel, là, mais tantôt, là, il y a à peu près 20 minutes, ça m'a popé dans la tête, cette histoire-là. Ouais. Je voulais l'étaler avec vous pour vous permettre de conclure qu'elle était sexuellement attirée vers vous. Je vais le répéter, ça va me faire plaisir, qu'elle avait déjà dit là, à plus qu'une reprise devant mon géniteur là, qu'elle aurait toujours aimé avoir un homme comme moi dans sa vie. Là. Alors que vous étiez un petit enfant? Non, ça quand j'étais rendu adulte, mais quand j'étais un enfant, je me souviens d'une scène que je trouve vraiment particulière. Donc, on était dans la cuisine, je devais avoir 6 ans, 7 ans. J'ai tout le temps été même encore aujourd'hui, je ne suis pas si grand, mais je suis baraqué. Là, tu sais. Oui. Puis, là, on était dans la cuisine sur le bord du comptoir, et puis je ne sais pas
en fait, je le sais, ça doit être elle qui l'a initié, c'est certainement pas l'enfant de 6 ans, mais qui m'a dit, elle m'a dit, j'imagine qu'elle m'a demandé de lever sa jambe vers le haut pour voir si j'étais assez fort pour lever sa jambe vers le haut. Puis je me souviendrai toujours qu'elle portait des petits bermudas couleur pâle, là, blanc ou lilas pâle. Là. Je me souviens même de ça. Je me souviens même de l'éclairage, là, c'est fou. Je me souviens de ses cheveux, je me souviens de comment elle était, de lever sa cuisse à 90 degrés. Puis là, elle était toute impressionnée que je sois capable de le faire. Et puis mon géniteur était revenu du travail. Puis encore dans son visage, regarde ce qu'il est capable de faire. Puis moi, j'étais tout content de remontrer que, regarde, je suis capable de la prendre par la cuisse. Puis tu sais, tu prends par la cuisse, c'est pas trop loin de la vulve, là. Fait que, ça me semble que c'est craqué, là, mais c'est un des exemples que je pense qui pourrait être pertinent. Ou pendant que vous leviez la jambe, Oui. est-ce que vous vous souvenez vers quoi a porté votre regard? Oui, il ne portait pas sur c'était sa cuisse ou le comptoir, mais ça ne portait pas vers ses fesses ou ses parties génitales. C'était comme vraiment, j'avais une tâche à faire, c'était de lever la jambe, puis je m'attardais à cet exercice-là. Là. Oui. Est-ce que vous vous souvenez comment vous vous êtes senti pendant et après l'exploit? Oui, j'étais vraiment excité, puis content, fier. Hey, je suis fort. C'était vraiment, je suis fort, puis ma mère, j'imagine, ma génitrice me dit que je suis fort. Puis là, je suis devant mon géniteur, puis je peux, tu sais, dire, regarde comment je suis fort, le père, tu sais. C'est vraiment le sentiment que j'avais, ouais. Avez-vous ressenti à nouveau le même état intérieur depuis cet événement-là? Et si oui, dans quelle situation? Face à mes géniteurs ou en général? Avez-vous, depuis lors, ressenti le même état intérieur d'excitation, de fierté, de puissance? Dans quelle situation? Oui, c'était avec mon ex-conjoint. Oui. Excusez-moi, il y a du bruit, là, je traverse une intersection. Donc, une minute, Marc, de toute façon, il va falloir qu'on... OK, parfait. Ben oui, c'était avec mon ex-conjointe, puisque elle était petite, menue, et puis moi, je pouvais, à plusieurs occasions, disons qu'il y avait des grosses flaques d'eau, je pouvais la prendre dans mes bras, puis la transporter à travers la flaque d'eau, puis là, je pouvais montrer que je suis fort, puis je suis capable de prendre soin de toi là, à ce niveau-là. Oui, ouais. Mais d'être excité intérieurement. Ben, il va falloir que je réfléchisse là-dessus. OK. Intéressant. Merci, je Marc. pense qu'il y aurait peut-être quelque chose là, mais vraiment excité, fier, je suis fort. Pas seulement je suis fort et capable. Okay. On se comprend bien? Oui, c'est bien parfait. Le même état intérieur que vous aviez ressenti en levant la cuisse de votre génitrice. Parfait, ben, je vous remercie beaucoup. Vous n'avez pas daigné, vous n'avez surtout pas daigné lui regarder les fesses et la vulve. Non, je ne l'ai pas regardé, je nie avoir fait ça. Oh oui, je le sais, j'ai compris. OK, c'est bon, parfait. Bye, parfait, bonne journée, bye. Il m'arrive d'être sceptique. Vous lui avez même fait dire qu'il nie l'avoir regardé. Merci de la confiance. Oui. On découvre les méandres et les profondeurs de l'être humain ensemble. Quel exercice. Merci les auditeurs, merci les participants. Vous faites l'émission. Oui. À demain. Bye tout le monde. Bye.